Bonjour et bienvenue dans ce dernier chapitre qui porte sur la GRH en Algérie et à l'international. Donc, dans ce chapitre, nous allons commencer d'abord par les modèles de gestion des ressources humaines dominants en Algérie, à savoir le modèle d'administration des droits, le modèle de paix sociale, et on va voir aussi l'évolution du droit de travail en Algérie. Le deuxième volet de ce chapitre porte sur la GRH à l'international. Dans ce volet, nous allons voir le modèle de gestion socio-économique intégré. Donc ça, c'est le modèle dominant à l'international. Commençons d'abord par les modèles de gestion des ressources humaines dominants en Algérie. D'abord, il y a le modèle d'administration des droits. Donc, je vous ai souvent dit que jusqu'à une époque très récente et jusqu'à aujourd'hui, une bonne partie des DRH, des directeurs des ressources humaines dans les entreprises algériennes, sont de formation de juristes. Donc ça, c'est l'héritage d'une très longue période d'application de ce modèle qui est le modèle d'administration des droits. Quels sont les objectifs principaux de ce modèle? D'abord, le premier objectif, c'est de veiller à l'application respectueuse des lois et de la réglementation sociale. Donc, le DRH, bien la fonction ressources humaines, avait et a toujours pour objectif de veiller à l'application des lois et des réglementations sociales. Là, on n'entend pas réglementation sociale, tout ce qui est règlement intérieur, convention collective, etc. Deuxième objectif, c'est de limiter les aléas et préserver la maîtrise de la situation. Autrement dit, limiter les conflits collectifs et les conflits individuels, conflits entre employeurs et employés, conflits entre les employeurs et représentants des travailleurs, les syndicats. Les principes de ce modèle, c'est d'abord de gérer les catégories par référence aux normes, par référence aux procédures existantes au sein de l'entreprise et conformément aussi aux contrats liant les salariés à l'employeur. Le service central du personnel n'est qu'un service d'exécution qui a la charge des formalités administratives, c'est-à-dire la DRH, qu'est-ce qu'elle fait? Elle assure uniquement les formalités administratives, que ce soit la constitution des dossiers, la déclaration auprès de la CNAS, la Caisse nationale d'assurance sociale, l'élaboration des décisions de promotion, d'affectation, de mutation, de licenciement. Donc tout ça se fait uniquement, c'est-à-dire c'est l'exécution des ordres de la hiérarchie. Donc là, la fonction spécialisée dans la gestion des ressources humaines reste éloignée de la direction et elle a peu de relations avec elle. Et elle reste coupée des choix importants. Elle ne fait que exécuter. Donc, l'exercice du pouvoir et la prise de décision relèvent de la seule hiérarchie opérationnelle. La DRH n'est là que pour exécuter. Quelles sont les préoccupations majeures de ce modèle? D'abord, le règlement intérieur. Le règlement intérieur, c'est un document qui décrit un peu la relation, ou bien la relation entre employeur et employé au sein de l'entreprise. Et puis, il doit être certifié par l'inspection du travail. Une autre préoccupation, c'est la création de postes et les remplacements planifiés en fonction des demandes budgétaires. C'est-à-dire la DRH centralise à son niveau les demandes de recrutement des différentes fonctions de l'entreprise
Elle centralise à son niveau aussi les départs éventuels, départs en retraite, licenciements, etc. Et puis, qu'est-ce qu'elle fait? Soit elle crée des postes, soit elle prévoit des remplacements pour ceux qui vont partir. Une autre préoccupation, c'est l'application stricte des mesures gouvernementales. C'est-à-dire à chaque fois qu'il y a une mesure gouvernementale, rapidement la DRH doit se conformer. Par exemple, récemment, le SNMG, le salaire national minimum garanti, a été augmenté par le gouvernement, passant de 18 000 dinars à 20 000 dinars. Donc, toutes les directions des ressources humaines à travers le territoire national, que ce soit pour les entreprises publiques ou bien les entreprises privées, vont s'assurer que cette mesure soit appliquée. Une autre préoccupation, c'est les déclarations des travailleurs au niveau des caisses d'assurance sociale. Donc là, en Algérie, la plus grande caisse d'assurance sociale, c'est la CNAS, la Caisse nationale d'assurance sociale. L'immatriculation, la sécurité sociale, la tenue des registres réglementaires. Chaque entreprise a un certain nombre de registres qu'elle doit absolument tenir. Donc ça, c'est une obligation légale. C'est une obligation réglementaire. Par exemple, le registre des accidents de travail, le registre des congés, les registres, registre de départ, le registre de paye, etc. Donc il y a certains registres qui sont paraphés au niveau de l'inspection de travail et certains registres sont même paraphés au niveau d'un tribunal, c'est-à-dire le tribunal territorialement compétent, c'est-à-dire là où se trouve l'entreprise. D'autres préoccupations, c'est la durée du travail. La durée du travail, le pointage, le suivi des congés payés, etc. Les repos légaux, etc. Donc, ajoutons à cela les salaires. Donc, la grille de salaire, la sécurité, la médecine de travail, on parle de visite médicale, la rédaction des rapports relatifs aux accidents de travail, éventuellement, etc. Concernant l'évaluation, elle se fait par référence aux dispositions prévues dans la convention collective sous forme de notation, en général. Donc, l'évaluation des compétences, donc là, elle est prévue généralement dans les conventions collectives. Convention collective, c'est quoi? Donc, c'est un accord, comme nous l'avons expliqué, entre employeurs et représentants des employés. Donc, dans ce document, on trouve les différents aspects relatifs à la relation entre employeurs et employés, dans lequel on trouve, entre autres, les aspects relatifs à l'évaluation des salariés. Une autre préoccupation, c'est les relations sociales. Relations sociales. Donc, chaque DRH veille à la mise en place des structures légales de représentation du personnel. Exemple, le syndicat, quoi d'autre? Les instances des œuvres sociales, c'est-à-dire le comité qui s'occupe des œuvres sociales. Donc, tout ce qui a tout organe ou bien toute structure légale, donc c'est une obligation réglementaire qui doit être mise en place au sein de l'entreprise pour gérer certains aspects relatifs aux ressources humaines. Le deuxième modèle dominant en Algérie, c'est le modèle de paix sociale. Donc certainement, donc vous avez entendu cette phrase, la paix sociale, silm ijtima'i. Donc c'est quoi l'objectif dans ce modèle?
c'est de préserver le statu quo, c'est de limiter les conflits. Préserver le statu quo, c'est-à-dire maintenir la situation telle qu'elle est. Limiter les conflits, c'est-à-dire faire en sorte qu'il n'y ait pas de conflits individuels et ou collectifs. Les principes qui président ce modèle sont les suivants. D'abord, l'accent est mis sur les relations humaines et le maintien des équilibres dans les rapports de force entre les intérêts divergents. C'est-à-dire on essaie de maintenir un équilibre entre la force de l'employeur et les représentants des employés. Donc on trouve aussi de nombreuses rencontres pour traiter les tensions et les oppositions éventuelles. Donc s'il y a une tension entre employeur et employé, ou il y a plus exactement les représentants des employés, on organise des rencontres pour gérer le conflit. Il y a aussi des négociations paritaires centralisées. Donc, les appareils de patronat et syndicats font des concessions et passent des accords qui, en quelque sorte, s'imposent. Donc, vous vous rappelez souvent des réunions dites, des réunions sont organisées entre le patronat et le syndicat. Donc en Algérie, vous vous rappelez des tripartites. Des tripartites, c'est-à-dire c'est une réunion de 3 parties. Donc il y a le patronat, le syndicat et le gouvernement. Ils discutent au sujet des relations entre les patrons et les travailleurs, les représentants des travailleurs. La fonction qui s'occupe des ressources humaines est confiée à des spécialistes du droit et reste isolée, même si elle peut être associée à la préparation de décisions importantes qui concernent les ressources humaines. Dans ce modèle, les préoccupations majeures sont les suivantes. D'abord, une large information et consultation des partenaires sociaux. Et par partenaire social, on entend souvent le syndicat, c'est-à-dire on consulte les syndicalistes lorsqu'il s'agit de décisions importantes. En ce qui concerne les emplois, l'évaluation et la classification paritaire des fonctions, recherche et embauche des candidats caractérisés par leur loyauté et fidélité, réduction progressive de la durée des horaires de travail, avec une augmentation du salaire national minimum garanti. La rémunération. En ce qui concerne la rémunération, il y a une certaine volonté de maintenir le pouvoir d'achat, l'accroissement constant des protections individuelles et collectives. Donc là, on parle de certaines augmentations de salaire qui s'opèrent maintenant depuis quelques années. Donc le SNMG, je me souviens, c'était 8 000 dinars, ensuite 12 000 dinars, ensuite 18 000 dinars, 15 000 dinars, ensuite 18 000 dinars, et aujourd'hui c'est 20 000 dinars. Ça, on l'appelle le salaire national minimum garanti. En ce qui concerne l'organisation, elle est relativement rigide. La sécurité, donc il y a un souci de la sécurité des travailleurs. Donc il y a dans les grandes entreprises, on trouve même un service spécialisé avec un budget spécifique pour les équipements de protection individuelle et les équipements de protection collectif. Donc il y a des actions permanentes de prévention des accidents, il y a des sensibilisations des sensibilisations aux risques relatifs au travail,
Il y a des efforts dans les entreprises, notamment dans les grandes entreprises publiques. Il y a des efforts pour la réduction des nuisances au travail. Et puis, il y a une recherche systématique d'amélioration des conditions de travail. Donc ça, c'est les deux modèles dominants en Algérie. À présent, nous allons voir l'évolution du droit de travail en Algérie. Bon, on va commencer par les années 60, à commencer par 1962. Donc il y avait la gestion socialiste des entreprises. Donc à cette époque, il y avait un régime conventionnel hérité de la France. Donc identique au régime de travail de l'époque en France. Donc en 62, il y avait des conventions par métier. En 64, il y avait conventions par branche. Là, on parle de conventions collectives. Branche, par exemple, branche bâtiment, branche textile, industrie mécanique, etc. Donc à cette époque, il n'y avait aucune négociation en entreprise impliquant l'employé. Pourquoi? Parce que après l'indépendance, donc il y avait un problème d'analphabétisme en Algérie. Pourquoi? Parce que les Algériens étaient privés de l'éducation, de l'école, des lycées, des universités, donc sauf des exceptions qui étaient comptées sur les doigts de la main. Donc c'était vraiment un génocide culturel qui a été commis par la France contre les Algériens. Donc à ce moment-là, les entreprises avec qui elles peuvent négocier? Avec personne. Pourquoi? Parce que l'éducation était limitée. L'instruction, plus exactement, était très limitée. Ensuite, en 1975, on assiste à ce qu'on appelait à l'époque le SGT, le statut général des travailleurs. Donc 1975, on parle de l'époque et de l'idéologie de Boumedienne. Régime unique et statut unique pour tout le monde, pour tous les travailleurs dans tous les secteurs. Donc c'était une période de gestion socialiste des entreprises. L'entreprise était considérée comme un espace social pour partager la rente pétrolière. Et ça c'est un héritage qu'on est en train de vivre jusqu'à aujourd'hui. En Algérie, l'Algérien demande sa part du pétrole. Pourquoi il demande sa part du pétrole? Est-ce qu'il travaille dans le secteur pétrolier? Non. Est-ce que les autres pays pétroliers partagent la rente pétrolière sur tout le monde? Par exemple, en Russie, c'est un pays pétrolier. Est-ce qu'ils partagent cet argent sur tout le monde? Non. Les États-Unis, est-ce qu'ils le font? Non. C'est que dans les années 70, à partir de 75, une entreprise était considérée comme un espace social dans lequel on met tout le monde et dans lequel on partage la rente pétrolière. D'accord? Mais par la suite, le problème s'est posé. Vers 1986, on assiste à la chute des prix du pétrole et à la dévaluation du dinar. Maintenant, qu'est-ce que vous allez partager? Donc, situation des entreprises aggravée par les plans de redressement, les plans de restructuration. Au lieu d'améliorer la situation de ces entreprises, donc ces entreprises ont connu des situations de plus en plus difficiles.
En 1988, on assiste au début des réformes. De quelles réformes on parle? On parle de l'ouverture du marché aux opérateurs privés. Qu'en est-il des entreprises publiques? Donc la loi 88-01 portant orientation des entreprises publiques a donné une certaine autonomie entre guillemets aux entreprises publiques. En 1989, on commence à assister à des grèves féroces dans pratiquement toutes les entreprises publiques. Après quoi, l'Algérie a fait appel au FMI, le Fonds monétaire international, et puis le plan d'ajustement structurel de Mouloud Hamrouche a été lancé pour essayer de redresser la situation. En 1990, on assiste à la promulgation de la loi 90-11. La loi 90-11, c'est la loi du travail, si vous voulez. Donc, cette loi a permis le licenciement entre 94 et 92 de très nombreux travailleurs. Très nombreux. Donc, on parle d'environ 400 000 employés licenciés. On parle de 1200 entreprises fermées, des entreprises publiques très anciennes. Bon, mais cette loi elle a quand même ses avantages. L'avantage c'est quoi? C'est la réhabilitation du pouvoir réglementaire, la réhabilitation du pouvoir disciplinaire, l'exercice du droit syndical et la protection de l'employé par des bureaux de conciliation. Donc c'est des bureaux rattachés à l'inspection de travail auxquels le travailleur peut recourir avant d'aller à la justice. Il y a aussi dans cette loi on trouve la participation dans l'organisme employeur, la participation à la prévention et au règlement des conflits de travail, le recours à la grève et à la négociation collective, et puis on assiste aussi à des modes de rémunération nouveaux. Donc la loi 90-11, bien que modifiée et complétée, est toujours en vigueur. Elle est toujours en vigueur en Algérie. Maintenant, on va voir la GRH à l'international. Le modèle dominant à l'international, c'est le modèle de gestion socio-économique intégrée. Donc, comme son nom l'indique, le modèle socio-économique intégré vise à la fois la progression de la rentabilité et le développement de l'entreprise, ainsi que l'épanouissement professionnel de ceux qui travaillent. Il s'agit de lier les objectifs économiques et techniques de l'entreprise et les besoins matériels et des individus et affectifs des individus. Le principe de ce modèle, c'est de minimiser le poids accordé aux obligations et à la paperasserie et mettre au point des méthodes de gestion appropriées. C'est-à-dire on sort un peu de la bureaucratie habituelle, et on cherche des méthodes de gestion appropriées qui sont bénéfiques à la fois pour l'entreprise et pour le travailleur. Deuxième principe, exiger une forte efficacité et productivité. Donc, importance accordée aux dimensions qualitatives. On cherche la productivité, on cherche la qualité, on cherche l'efficacité.
Troisième principe, associer la direction du personnel, la direction des ressources humaines, à la préparation de toutes les décisions qui peuvent avoir une conséquence sur les emplois et les qualifications, ainsi que le climat social. Donc la DRH n'est pas à l'écart. La DRH est impliquée dans les décisions stratégiques de l'entreprise. Un autre principe, avoir le souci des attitudes des salariés et rechercher en permanence à accroître la satisfaction de leurs attentes. Un autre principe, distinguer et séparer les aspects administratifs et la gestion dynamique des ressources humaines. Donc ça aussi c'est important. C'est vrai qu'il y a un aspect administratif de la gestion des ressources humaines, tout ce qui concerne les dossiers, tout ce qui concerne les décisions, etc., tout ce qui concerne la paperasse. Mais il y a lieu de distinguer tout ça de la gestion des ressources humaines proprement dite. Et puis, le dernier principe, c'est de mettre l'accent sur l'importance de l'animation, la motivation, la responsabilité partagée de la hiérarchie opérationnelle en matière de gestion des ressources humaines. C'est vrai qu'il y a une fonction des ressources humaines, mais entre-temps, on doit accorder une certaine importance à la hiérarchie opérationnelle puisqu'elle est en contact direct avec les travailleurs. Quelles sont les préoccupations majeures de ce modèle dominant à l'international? Premièrement, une approche prévisionnelle à moyen terme avec anticipation des enjeux, des effectifs et des potentiels. Donc, l'approche ici, elle est censée être anticipative. On anticipe, c'est-à-dire on n'attend pas jusqu'à ce que le mal soit fait pour réagir. D'autant plus il s'agit de ressources humaines, c'est-à-dire on doit se préparer à l'avance. Deuxième préoccupation, relations sociales avec les instances représentatives du personnel. Donc, on doit aussi gérer la relation avec le partenaire social, qui est le syndicat. Dispositif, notre préoccupation, dispositif encourageant les communications et en particulier la remontée des informations. Donc on parle souvent de communication interne, la communication interne. Décentralisation des pouvoirs et des responsabilités. Décentralisation des pouvoirs et des responsabilités. Là, on est dans la gestion dynamique des ressources humaines. La motivation se fait, entre autres, à travers la responsabilisation à tous les niveaux hiérarchiques. Donc, et enfin, une autre préoccupation, c'est que la fonction en ressources humaines est partagée avec les opérationnels. Ça, c'est très important parce que c'est vrai que la DRH est là pour le recrutement, mais recruter pour qui? C'est pour les responsables opérationnels. Donc, ils ont le droit de regard et ils ont le droit de participer à la démarche de recrutement. La même chose pour les formations. C'est lui qui exprime, c'est le responsable opérationnel qui exprime le besoin en matière de formation. L'évaluation, donc c'est lui qui est en contact direct avec le personnel pour pouvoir évaluer correctement. Donc la fonction ressources humaines est partout, elle n'est pas uniquement au niveau de la DRH. La DRH, elle est là pour consolider le travail de management des ressources humaines à tous les niveaux et constituer ainsi un système qui doit être bénéfique aussi bien pour l'entreprise que pour le personnel. Donc merci encore une fois pour votre attention. Donc ça c'est le dernier chapitre, le management des ressources humaines. Donc je vous souhaite bon courage, bonnes vacances et surtout faites attention à cette pandémie. Donc vous avez certainement constaté que le nombre
de victimes ne cesse d'augmenter. Donc il y a lieu de prendre les mesures préventives. Et c'est aussi de votre devoir en tant que futur cadre de montrer l'exemple et de sensibiliser les autres au danger du Covid-19. Donc merci encore une fois et bon courage.